Si vous jouez de ce piano, je vous épouse. La milliardaire rit devant tout le monde, désignant l'employé de nettoyage. Personne n'imaginait que cet homme gardait un secret qui réduirait au silence même le plus arrogant et changerait son destin à jamais. Le grand salon du Grand Hôtel de la Paix resplendissait avec ses énormes lustres de cristal. Plus de 300 personnes élégamment vêtues conversaient entre coupes de champagne et rires étudiés. C'était le gala de charité le plus important de l'année, où les millionnaires de Paris se réunissaient pour étaler leur fortune déguisée en bienfaisance. Au milieu de cet océan de luxe et de vanité, personne ne remarquait Gabriel Dubois alors qu'il poussait discrètement son chariot de nettoyage dans les couloirs latéraux. Il gardait le regard baissé, comme il avait appris à le faire pendant toutes ces années. Dans des lieux comme celui-ci, les gens comme lui n'existaient que lorsqu'ils commettaient une erreur. « Attention !» Une femme lui cria dessus lorsqu'il faillit la heurter, renversant une partie de sa boisson. « Vous ne regardez pas où vous allez !»« Excusez-moi, madame », répondit Gabriel d'une voix douce, s'éloignant rapidement vers un coin. Son cœur battait fort, non par la surprise, mais par autre chose, quelque chose qui l'avait mené là cette nuit-là. Au centre du grand salon, sur une estrade surélevée, reposait un imposant piano à queue noire, un Steinway, son qui brillait sous les lumières comme un joyau inaccessible. Gabriel le regardait du coin de l'œil chaque fois qu'il le pouvait, sentant ses doigts bouger involontairement, se souvenant de mouvements que son corps n'avait pas oubliés. Mesdames et messieurs, la voix amplifiée du présentateur résonna dans tout le salon. C'est un honneur de vous présenter notre hôtesse de cette soirée, la femme d'affaires la plus prospère de notre pays, Aurore de Montaigne. Les applaudissements éclatèrent avec force. Gabriel leva les yeux et la vit. Aurore de Montaigne marchait vers la scène avec l'assurance de celle qui n'avait jamais connu l'échec. Sa présence irradiait le pouvoir et l'argent, des cheveux parfaitement coiffés, des bijoux qui valaient probablement plus que tout ce que Gabriel gagnerait dans sa vie entière, et ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Merci, merci » parla Aurore, d'une voix claire et autoritaire. « Comme vous le savez, ce gala a pour objectif de collecter des fonds pour rendre cette ville un meilleur endroit pour les gens qui comptent vraiment. » Quelques rires complices se firent entendre parmi l'audience. Gabriel sentit le poids de ces mots. Les gens qui comptent vraiment. Pour eux, les personnes comme lui n'entraient pas dans cette catégorie. Et pour égayer cette soirée, continua Aurore, nous avons apporté ce magnifique piano. Bien que je doive avouer, elle fit une pause dramatique, que personne ici ne semble avoir le talent suffisant pour en jouer. Des murmures se firent entendre. Le pianiste renommé qu'ils avaient engagé avait annulé à la dernière minute pour une urgence, et maintenant, le piano restait là comme un rappel gênant de la situation. « C'est dommage », continua Aurore d'un ton moqueur. « Nous avons payé une fortune pour amener cet instrument, et il s'avère qu'il n'y a personne ici avec suffisamment de classe musicale pour... » À ce moment, son regard croisa celui de Gabriel. Il avait observé le piano avec tant d'intensité qu'il n'avait pas réalisé qu'il était sorti de son coin et se trouvait maintenant complètement visible pour tous. Un silence gênant emplit le salon. Aurore haussa un sourcil, étudiant Gabriel de la tête aux pieds avec une expression mêlant surprise et mépris. « Tiens, dit-elle lentement, s'approchant du bord de la scène. « Il semble que nous ayons ici quelqu'un de très intéressé par notre piano. » Quelques rires nerveux se firent entendre parmi les invités. Gabriel sentit tous les regards se fixer sur lui comme des aiguilles. Il voulut reculer, se cacher, disparaître, mais ses pieds semblaient collés au sol. « Dites-moi », Aurore le désigna directement. « Savez-vous ce qu'est un piano, ou aimez-vous simplement comment il brille ?» Les éclats de rire furent plus forts cette fois. Gabriel serra les poings, sentant l'humiliation brûler son visage. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qu'Aurore interpréta mal comme un défi. « Oh, attendez !» Elle s'approcha davantage, descendant de la scène et marchant directement vers lui. Le salon entier observait la scène avec une fascination morbide. « Allez-vous me dire que vous savez jouer du piano ?»« Je n'ai rien dit, madame », répondit Gabriel d'une voix à peine audible. « Mais vous le regardiez comme si vous vouliez en jouer », insista Aurore, maintenant debout devant lui. Gabriel pouvait sentir son parfum coûteux, voir l'éclat de satisfaction cruelle dans ses yeux. Elle savourait ce moment. « Vous savez quoi ? Rendons cela plus intéressant. » Elle se tourna vers l'audience, écartant les bras théâtralement. « Mesdames et messieurs, j'ai une proposition. » Sa voix résonna dans tout le salon. « Ce monsieur semble très intéressé par notre piano, alors je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. » Elle retourna vers la scène, chaque pas calculé pour maximiser le drame. Gabriel sentait que le monde avançait au ralenti. « Si vous jouez de ce piano,
déclara Aurore d'une voix forte et claire, désignant l'instrument majestueux. « Et que vous réussissez à m'impressionner? Je vous épouse. » Le salon explosa de rire. C'était la blague la plus ridicule qu'ils aient entendue de toute la nuit. Une milliardaire offrant le mariage à un employé de nettoyage. L'idée était si absurde que certains invités se pliaient en deux de rire. « Qu'en dites-vous » continua Aurore, savourant chaque seconde. « Acceptez-vous le défi, ou préférez-vous retourner à votre chariot et continuer votre travail ?» Gabriel respirait avec difficulté. Chaque fibre de son être lui criait de fuir, de sortir de là et de ne jamais regarder en arrière. Mais alors ses yeux se posèrent à nouveau sur le piano, ce bel instrument qu'il appelait comme un vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Dans son esprit, les souvenirs arrivèrent comme une avalanche, de petites mains sur des touches d'ivoire, une voix douce lui disant « Tu as un don, mon fils, ne le gâche pas ». Des heures interminables de pratique, des applaudissements, la reconnaissance, et puis la perte, la douleur, la chute. « Il semble qu'il n'ait pas le courage », cria quelqu'un dans la foule. « Laissez-le tranquille, Aurore », intervint une autre voix. L'humiliation a assez duré, mais Aurore n'avait pas terminé. Elle s'approcha à nouveau de Gabriel, parlant maintenant suffisamment bas pour que lui seul puisse entendre. « Vous savez ce qui est le plus pathétique ?» chuchota-t-elle avec du venin dans chaque mot. « C'est que les gens comme vous n'osent même pas rêver. Ils naissent au fond et meurent au fond. C'est l'ordre naturel des choses. » Quelque chose se brisa à l'intérieur de Gabriel à ce moment-là. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la vengeance, c'était quelque chose de beaucoup plus profond. C'était le souvenir de qui il avait été, de qui il aurait pu être, de tout ce qu'il avait perdu et enterré sous des années de silence et de résignation. Il leva les yeux et regarda directement Aurore. « J'accepte », dit-il d'une voix ferme. Le salon fut plongé dans un silence absolu. Personne ne s'attendait à cette réponse. Aurore recula d'un pas, surprise pour la première fois de la soirée. « Qu'avez-vous dit ?»« J'accepte votre défi », répéta Gabriel, cette fois plus fort. Sa voix ne tremblait plus. « Je jouerai du piano. » Les rires nerveux revinrent, mais il y avait quelque chose de différent dans l'atmosphère, une tension électrique qui n'était pas là auparavant. Les invités se rapprochèrent de la scène, curieux de voir comment se terminerait ce spectacle inattendu. Aurore retrouva rapidement son calme. Son sourire revint, mais il y avait quelque chose de forcé. « Très bien », dit-elle, en gesticulant vers le piano. « Allez-y, montrez-nous de quoi vous êtes fait. » Gabriel commença à marcher vers la scène. Chaque pas résonnait dans le silence tendu du salon. Il monta lentement les marches, sentant le poids de centaines de regards sur lui. Des regards pleins de moquerie, de curiosité morbide, d'anticipation de son échec inévitable. Il s'assit devant le piano. Le banc était parfaitement ajusté. Les touches brillaient impeccablement sous la lumière. Pendant un moment, il regarda simplement l'instrument, laissant ses doigts effleurer doucement la surface froide et lisse. « Avez-vous besoin d'un manuel d'instruction ?» cria quelqu'un, provoquant de nouveaux rires. Mais Gabriel ne les écoutait plus. Il ferma les yeux et respira profondément. Dans son esprit, il n'était plus dans ce salon rempli de gens cruels. Il était de retour dans un autre lieu, à un autre moment, où la musique était son langage et le piano était sa voix. Ses mains se positionnèrent sur les touches. Le salon retint collectivement sa respiration, et alors Gabriel commença à jouer. La première note sortit claire, parfaite, résonnant dans tout l'espace, avec une clarté cristalline. Puis la deuxième et la troisième. Ses doigts se déplaçaient sur les touches, avec une fluidité qui semblait impossible, comme s'il n'avait jamais cessé de le faire. Il jouait fois Clair de Lune, fois de Debussy, l'une des pièces les plus belles et techniquement complexes jamais écrites. Les rires cessèrent instantanément. Les murmures moqueurs se transformèrent en silence absolu, brisé uniquement par la musique qui s'écoulait du piano comme l'eau d'une source. Aurore, qui avait souri avec supériorité, sentit son expression se figer. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité tandis qu'elle observait cet homme, cet employé de nettoyage qu'elle avait humilié, transformé le piano en une extension de son âme. Gabriel jouait les yeux fermés, complètement perdu dans la musique. Ses doigts dansaient sur les touches avec une maîtrise à couper le souffle. Ce n'était pas seulement une technique parfaite. Il y avait de l'émotion dans chaque note, une histoire dans chaque accord, de la douleur et de la beauté entrelacées dans une symphonie qui semblait raconter des secrets que les mots ne pourraient jamais exprimer. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de certaines personnes dans l'audience. La musique était si belle, si pure, qu'elle touchait quelque chose de profond dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Lorsqu'il atteignit le crescendo de la pièce, le salon entier sembla retenir sa respiration. Les notes montaient et descendaient comme des vagues dans l'océan, chacune plus puissante que la précédente,
s'accumulant vers un climax émotionnel qui fit trembler l'âme de chaque personne présente. Et alors, doucement, délicatement, Gabriel joua les dernières notes. La mélodie s'évanouit comme un soupir, laissant un silence si profond que l'on pouvait entendre le battement des cœurs. Pendant plusieurs secondes, personne ne bougea, personne ne respira. Gabriel ouvrit lentement les yeux et regarda ses mains sur les touches, comme s'il ne pouvait pas croire que c'était elle qui avait créé cette magie. Alors, du fond du salon, quelqu'un commença à applaudir, puis un autre et un autre. En quelques secondes, tout le lieu explosa en une ovation assourdissante. Les gens se levèrent applaudissant avec ferveur, certains pleurant ouvertement, tous, sauf une personne. Aurore de Montaigne restait paralysée, regardant Gabriel avec une expression qui mélangeait choc, fureur et quelque chose de plus, quelque chose qui ressemblait dangereusement à du respect. Gabriel se leva lentement du banc du piano, regardant la foule qui l'applaudissait comme s'il avait réalisé un miracle, et d'une certaine manière il l'avait fait. Il se tourna vers Aurore, qui était toujours incapable d'articuler un mot. « Je crois, Madame de Montaigne, dit Gabriel d'une voix tranquille, mais ferme, que vous venez de perdre un pari. » Le salon retomba dans le silence, tous les yeux allant de Gabriel à Aurore, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Mais personne, absolument personne dans ce salon, ne pouvait imaginer que cette nuit n'était que le début d'une histoire qui changerait des vies, révélerait des secrets enterrés, et prouverait que parfois, la personne la plus invisible est celle qui garde les talents les plus extraordinaires. Le silence dans le salon était si dense qu'on pouvait le couper au couteau. Aurore de Montaigne restait immobile, ses yeux fixés sur Gabriel comme si elle voyait un fantôme. Ses mains tremblaient légèrement, ce que personne d'autre ne semblait remarquer au milieu du tumulte général. « C'était incroyable », murmura une femme dans l'audience. « D'où est sorti cet homme ?» demanda une autre voix. Les murmures grandirent comme des vagues, mais Aurore restait muette. Son visage avait perdu toute expression de moquerie et de supériorité. Il y avait maintenant quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à de la peur. Thierry Moreau, l'organisateur de l'événement et associé d'Aurore, fut le premier à monter sur scène. C'était un homme d'une présence imposante, connu pour son habileté à résoudre les situations inconfortables. « Eh bien, dit-il avec un sourire forcé, essayant d'alléger l'atmosphère. « C'était vraiment spectaculaire, monsieur. Comment avez-vous dit que vous vous appeliez ?»« Je ne l'ai pas dit, » répondit Gabriel avec calme. « Je m'appelle Gabriel Dubois. » Thierry hocha la tête, mais son regard se porta rapidement sur Aurore, qui sembla finalement retrouver son calme. Elle s'éclaircit la gorge et marcha vers le centre de la scène, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ce fut une performance surprenante, dit-elle d'une voix contrôlée, bien que tous puissent détecter la tension sous ses mots. « De toute évidence, vous avez eu une formation professionnelle. »« J'en ai eu, » répondit simplement Gabriel. « Et que fait quelqu'un avec un tel talent dans le nettoyage ?» La question d'Aurore sonna plus comme une accusation que comme une curiosité sincère. Le salon entier attendait la réponse. Gabriel baissa les yeux un instant, comme s'il décidait combien révéler. « La vie ne se déroule pas toujours comme on le prévoit, » dit-il finalement. Avant que quelqu'un ne puisse répondre, une voix féminine cria du fond du salon. « Attendez, je le connais. » Toutes les têtes se tournèrent. Une femme se frayait un chemin à travers la foule, le visage plein de reconnaissance et d'émotion. C'était Bénédicte Fournier, une critique musicale reconnue de la ville. « C'est lui !» s'exclama-t-elle en s'approchant de la scène. « C'est Gabriel Dubois, le prodige musical qui a disparu il y a des années. » Un murmure de surprise parcourut le salon. Plusieurs invités sortirent leur téléphone, cherchant des informations. Aurore pâlit visiblement. Gabriel Dubois, continua Bénédicte, maintenant sur scène à côté de lui, était considéré comme l'un des pianistes les plus prometteurs de sa génération. Il a remporté le concours international de piano alors qu'il n'était qu'un jeune homme. Les critiques l'appelaient le Mozart des temps modernes. « Attendez, » interrompit Thierry, manifestement confus. « S'il était si réussi, que s'est-il passé ?» Bénédicte regarda Gabriel avec une tristesse sincère dans ses yeux. Il a subi une tragédie personnelle qui l'a éloigné du monde de la musique, puis il a simplement disparu. Personne n'a su ce qu'il était devenu jusqu'à maintenant. Gabriel resta silencieux, sa mâchoire tendue. Les souvenirs qu'il avait gardés enterrés si longtemps menaçaient maintenant de faire surface. C'était il y a des années, parla-t-il finalement. Sa voix était à peine un murmure que le microphone capta parfaitement. J'ai perdu les personnes les plus importantes de ma vie dans un accident. Après cela, je n'ai plus pu toucher un piano. Chaque note me rappelait ce que j'avais perdu. Le salon fut plongé dans un silence absolu. Certains invités avaient les larmes aux yeux. L'histoire était plus profonde et plus douloureuse que quiconque l'avait imaginé.
Mais vous venez de jouer maintenant, observa Bénédicte doucement. Qu'est-ce qui a changé? Gabriel regarda directement Aurore. Parfois, vous avez besoin que quelqu'un vous rappelle qui vous êtes vraiment, même si cette personne n'en avait pas l'intention. La tension entre Gabriel et Aurore était palpable. Elle le regardait avec une expression indéchiffrable, tandis qu'il maintenait un calme inébranlable. C'est fascinant, intervint à nouveau Thierry, manifestement mal à l'aise avec la tournure émotionnelle de l'événement. Mais je crois que nous nous souvenons tous de la petite plaisanterie qu'Aurore a faite. Ce n'était pas une plaisanterie. La voix de Gabriel coupa l'air comme un couteau. C'était un pari. Vous avez dit, Madame de Montaigne, que si je jouais du piano et que je vous impressionnais, vous m'épouseriez. Il y a plus de 300 témoins ici. Le murmure dans le salon se transforma en un rugissement. Les téléphones brillaient partout. Les gens enregistraient, prenaient des photos, envoyaient des messages. Cette histoire deviendrait virale en quelques minutes. Aurore sentit que le contrôle de la situation lui échappait. Son visage se durcit. « C'était évidemment une blague », dit-elle d'un ton sec. « Une exagération dramatique. Personne ne s'attendait à ce que vous puissiez réellement le faire », l'interrompit Gabriel. « Bien sûr, car les gens comme moi ne peuvent pas avoir de vrai talent, n'est-ce pas? Nous ne sommes bons qu'à être invisibles, à nettoyer après que vous ayez fait le désordre. »« Je ne dis pas cela », répondit Aurore, mais sa voix manquait de conviction. « Alors, que dites-vous » Gabriel fit un pas vers elle. Il n'était pas menaçant, mais il y avait une fermeté dans sa posture qui n'existait pas auparavant. Que votre parole ne vaut rien, que vous pouvez humilier les gens et ensuite vous cacher derrière juste une blague quand cela ne se passe pas comme prévu. La foule observait l'échange comme un match de tennis, leurs têtes allant de l'un à l'autre. Aurore sentit que des centaines d'yeux la jugeaient, attendant sa réponse. « Écoutez », elle essaya de paraître raisonnable. « Vous êtes manifestement un musicien talentueux, mais une proposition de mariage faite dans ces circonstances ne peut être prise au sérieux. C'est absurde. C'est absurde parce que je suis un employé de nettoyage ?» demanda Gabriel. « Si cela avait été l'un de vos amis millionnaires, cela aurait-il toujours été absurde ?» Aurore ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit, car tous deux connaissaient la réponse. Ce fut alors qu'une autre voix interrompit. Depuis les portes du salon, un homme distingué entra d'un pas ferme. C'était maître Julien Lefebvre, l'avocat le plus renommé de la ville, connu pour son intégrité inébranlable. « Excusez-moi de l'interruption », dit-il en marchant vers la scène, « mais je crois que je peux apporter des éclaircissements à cette situation. » Julien, Aurore le salua avec un soulagement visible. « Quelle chance que vous soyez là. Expliquez-leur que cela ne peut pas être légalement contraignant. » Julien monta sur scène et les regarda tous deux avec un sérieux professionnel. « Madame de Montaigne, j'ai le regret de vous informer que vous vous trompez. Une proposition publique faite devant témoins, avec des termes clairs et acceptés par les deux parties, expliqua Julien d'une voix claire, peut constituer un contrat verbal contraignant, surtout lorsqu'il est prouvé que vous avez établi des conditions spécifiques et que M. Dubois les a remplies publiquement. « Mais c'est ridicule », balbutia Aurore. « Personne ne peut m'obliger à épouser quelqu'un. »« Vous avez raison », acquiesça Julien. « Personne ne peut vous y obliger. Mais rompre publiquement votre parole de cette manière aurait des conséquences importantes pour votre réputation professionnelle et personnelle. Les réseaux sociaux enregistrent tout cela en ce moment. Dès demain, le monde entier saura qu'Aurore de Montaigne a humilié un homme, a fait une promesse publique, puis s'est rétractée lorsqu'elle a découvert qu'il était meilleur que ce qu'elle croyait possible. Le salon explosa de murmures. Aurore regarda autour d'elle, voyant comment tous tenaient leur téléphone, enregistrant chaque seconde de son humiliation. « C'est un cauchemar », chuchota-t-elle, bien que le microphone captât ces mots. « Pour vous, peut être », dit Gabriel tranquillement. « Pour moi, c'est simplement la justice. » Thierry tenta à nouveau d'intervenir. « Nous pouvons sûrement arriver à un accord raisonnable, Gabriel. Que diriez-vous si Aurore vous dédommageait financièrement? Nous pourrions parler d'une somme généreuse. »« Je ne veux pas de son argent, » répondit fermement Gabriel. « Alors, que voulez-vous » explosa Aurore. Son calme se brisa finalement. « Vous vous attendez vraiment à ce que je vous épouse? Un vrai mariage ?» Gabriel la regarda droit dans les yeux. « Je veux que vous compreniez ce que c'est d'être jugé injustement. Je veux que vous expérimentiez, ne serait-ce que pour un instant, ce que l'on ressent quand quelqu'un vous traite comme si vous ne valiez rien. C'est cruel, » chuchota Aurore. « Cruel ?» Gabriel fit un pas vers elle. « J'ai travaillé dans votre immeuble pendant des années. J'ai nettoyé votre bureau. J'ai vidé vos poubelles. J'ai été invisible pour vous. Et vous savez ce qui est le pire? Vous ne m'avez même pas reconnu ce soir. Vous ne saviez même pas qui j'étais.
malgré le fait de me voir presque tous les jours. Aurore écarquilla les yeux, choquée. Vous travaillez dans mon entreprise, dans votre immeuble, corrigea Gabriel. Pour l'entreprise de nettoyage que vous engagez. J'y suis depuis des années. Mais bien sûr, les gens comme moi n'existent pas pour les gens comme vous. Nous sommes des fantômes commodes. La révélation tomba comme une bombe. Aurore recula, son visage montrant quelque chose qui aurait pu être de la honte. Bénédicte Fournier, qui était resté sur scène observant tout, parla finalement. « Gabriel, je sais que vous avez souffert. Je sais que vous avez perdu beaucoup. Mais est-ce vraiment ce que vous voulez? La vengeance ?» Gabriel baissa les yeux un instant, et quand il les leva à nouveau, il y avait des larmes dans ses yeux. « Je ne veux pas de vengeance, » dit-il d'une voix brisée. « Je veux juste que quelqu'un me voie enfin. Me voie vraiment. Pas comme un prodige musical, pas comme un employé de nettoyage, juste comme un être humain qui mérite le respect. » Le silence qui suivit était assourdissant. Beaucoup dans l'audience pleuraient ouvertement. Maintenant, la sincérité crue de Gabriel avait touché quelque chose de profond chez toutes les personnes présentes. Aurore était paralysée, des larmes coulant sur son visage parfaitement maquillé. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas de mots, pas de réponse, pas de contrôle. « J'ai une proposition », parla à nouveau Julien. « Madame de Montaigne, Monsieur Dubois, que diriez-vous si je vous donnais le temps de parler en privé? De discuter de cela rationnellement, loin des caméras et des jugements publics. » Gabriel regarda Aurore, qui acquiesça faiblement. « C'est d'accord », accepta-t-il. Thierry annonça rapidement au microphone. « Mesdames et messieurs, nous allons prendre une courte pause. Veuillez profiter des rafraîchissements dans le salon attenant pendant que nous résolvons cette situation. » La foule commença à se déplacer, bien que personne ne voulût vraiment partir. Les murmures étaient assourdissants, les spéculations volaient. Ce serait l'événement le plus commenté de l'année. Julien guida Gabriel et Aurore vers une salle privée, à l'écart du grand salon. Une fois là, il ferma la porte, les laissant seuls. Aurore s'effondra sur une chaise, son calme complètement brisé. Gabriel resta debout, l'observant. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement d'une voix cassée. « Pourquoi avez-vous accepté? Vous saviez que cela m'humilierait, que cela me ferait passer pour une imbécile devant tout le monde. »« Pourquoi ?» Gabriel répondit doucement. « J'avais besoin que vous ressentiez, ne serait-ce que pour une seconde, ce que j'ai ressenti pendant des années. L'humiliation, le jugement, l'invisibilité. Mission accomplie. »« Mission accomplie » dit Aurore amèrement. « Ma réputation est détruite. Dès demain, je serai la risée de tout le pays. Il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. » Gabriel s'assit en face d'elle. « Nous pouvons encore résoudre cela. » Aurore le regarda avec des yeux rougis. « Comment ?»« Le mal est fait. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. » Gabriel se pencha en avant. « Je ne vous déteste pas, Aurore. Je ne vous connais même pas vraiment. Mais ce que vous avez fait ce soir, cette moquerie cruelle, cette humiliation publique, ce n'est pas la première fois que cela m'arrive. Cela a été ma vie pendant des années, et je suis fatigué. Alors, que voulez-vous de moi ?» demanda-t-elle, sincèrement confuse. Gabriel respira profondément. « Je veux que vous appreniez. Je veux que vous changiez. Je veux que vous regardiez les personnes que vous considérez comme inférieures et que vous les voyiez réellement. Et comment suis-je censé faire cela ? Épousez-moi, dit simplement Gabriel. Aurore le regarda comme s'il avait perdu la raison. Quoi ? Pas pour toujours, clarifia-t-il. Donnez-moi 1 mois. 1 mois en tant que votre mari, où vous devrez me voir, me parler, me traiter comme un égal. 1 mois où vous ne pourrez pas vous cacher derrière votre argent et votre statut. Et si après ce mois, vous croyez toujours que je ne vaux rien, que je ne suis qu'un employé de nettoyage sans valeur, alors nous divorçons et vous ne me reverrez plus jamais. Aurore l'observait avec incrédulité. Parlez-vous sérieusement ? Complètement, répondit Gabriel. 1 mois. C'est tout ce que je demande. Et en échange, je vous promets qu'après cela, je disparaîtrai de votre vie et je ne parlerai plus jamais publiquement de cela. Et si je refuse ? Alors cette histoire vivra pour toujours sur Internet. La milliardaire qui a humilié un prodige musical tombé en disgrâce et qui a ensuite rompu sa parole publiquement lorsqu'il a prouvé être extraordinaire. Aurore ferma les yeux. Elle était piégée et ils le savaient tous les deux. 1 mois, répéta-t-elle. Et que se passe-t-il pendant ce mois ? Nous vivons ensemble. Nous agissons comme un couple en public et en privé. Vous apprenez simplement à me voir comme un être humain. Le silence s'étendit entre eux. Aurore savait qu'elle n'avait pas le choix. Sa réputation, son entreprise, tout ce pour quoi elle avait travaillé était en jeu. « D'accord », chuchota-t-elle finalement. 1 mois. Gabriel hocha la tête,
Mais il y avait quelque chose dans son expression qu'Aurore ne pouvait interpréter. Triomphe, tristesse, détermination. Alors nous avons un accord. Il tendit sa main. Aurore la regarda longuement avant de la serrer. Nous avons un accord. Aucun d'eux ne pouvait imaginer que cette simple poignée de main changerait leurs deux vies à jamais, révélant des secrets qui avaient été cachés pendant des années, et prouvant que parfois les personnes les plus inattendues peuvent nous enseigner les leçons les plus précieuses. Lorsqu'ils sortirent de la salle privée, le grand salon les attendait avec une anticipation anxieuse. Julien prit le microphone. « Mesdames et messieurs, nous avons une annonce importante. Madame Aurore de Montaigne et Monsieur Gabriel Dubois sont parvenus à un accord mutuel. Il y aura un mariage. » Le salon explosa. Cris de surprise, applaudissements incrédules, flashs d'appareils photo illuminant chaque coin. Aurore maintenait un sourire forcé, tandis que Gabriel restait serein. Son visage était un masque de calme qui cachait des tempêtes intérieures. « La cérémonie sera privée, continua Julien. Et nous demandons que vous respectiez la vie privée des deux parties pendant cette période. » Mais tous savaient que l'intimité était impossible. Les téléphones brillaient dans tout le salon, les doigts volant sur les écrans, partageant, publiant, viralisant. En quelques minutes, l'histoire serait partout. Thierry s'approcha d'Aurore lorsque la foule commença à se disperser, son visage affichant une préoccupation sincère. « Es-tu sûr de cela ?»« Je n'ai pas le choix », répondit Aurore entre ses dents, maintenant son sourire pour les caméras qui l'observaient toujours. « Il m'a tendu un piège parfait. Tu peux toujours refuser, affronter les conséquences publiques, mais conserver ta liberté. » Aurore regarda Gabriel, qui conversait tranquillement avec Bénédicte Fournier à l'autre bout du salon. « Il ne s'agit plus de liberté, Thierry. Il s'agit du fait que le monde entier nous regarde. Si je me rétracte maintenant, je ne suis pas seulement la femme cruelle qui a humilié un génie. Je suis aussi une lâche qui ne tient pas parole. » Thierry soupira. « Et si cela devenait permanent ? Et si un mois ne suffisait pas ? Un mois est plus que suffisant pour qu'il se lasse de jouer à la vengeance, » affirma Aurore avec plus de conviction qu'elle n'en ressentait réellement. Gabriel sentit le regard d'Aurore sur lui et se retourna. Leurs yeux se rencontrèrent à travers le salon bondé. Pendant un instant, tout le bruit et le chaos disparurent. Il n'y avait que deux, piégés dans un accord qu'aucun d'eux ne comprenait encore complètement. La nuit se termina finalement. Les invités partirent, emportant avec eux des histoires qu'ils raconteraient pendant des années. Le salon resta vide, silencieux, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé là. Aurore arriva à son penthouse après minuit. Ses chaussures coûteuses furent abandonnées à l'entrée. L'élégante robe qui avait coûté une fortune lui semblait maintenant une prison. Elle s'effondra sur le canapé en cuir italien, toujours complètement vêtue, et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle permit aux larmes de couler sans contrôle. Ce n'étaient pas de simples larmes de tristesse, c'étaient des larmes de rage, de frustration, de confusion, et quelque chose de plus profond qu'elle ne voulait pas nommer. La peur, une peur sincère de ce qui allait arriver. Son téléphone ne cessait de vibrer. Messages, appels, notifications, tous voulaient un morceau de l'histoire, tous voulaient des détails, des explications, des confessions. D'une main tremblante, elle éteignit le téléphone et le jeta à l'autre bout de la pièce. Le silence qui s'ensuivit était assourdissant. Aurore se leva et marcha vers la baie vitrée qui occupait tout le mur, regardant les lumières de la ville qui scintillaient comme des étoiles tombées. Quelque part en dessous, parmi ces lumières, se trouvait Gabriel, l'homme qui avait réussi en une nuit ce que personne d'autre n'avait accompli en des années. La faire se sentir petite, vulnérable, humaine. Elle le haïssait pour cela. Et étrangement, elle le respectait aussi. À l'autre bout de la ville, dans un immeuble modeste qui contrastait violemment avec le luxe du penthouse d'Aurore, Gabriel était également éveillé. Il ne pouvait pas dormir, pas après ce qu'il avait fait, pas après avoir joué du piano pour la première fois depuis des années, pas après avoir regardé dans les yeux de centaines de personnes et s'être senti enfin vu. Il s'assit au bord de son lit étroit, regardant ses mains sous la faible lumière de la lampe. Ses mains avaient créé de la magie cette nuit. Elles avaient ressuscité quelque chose qu'il croyait mort et enterré. D'un pas lent, il marcha vers la petite armoire dans le coin de sa chambre. Du fond, derrière des boîtes poussiéreuses et de vieux vêtements qu'il ne portait plus, il sortit une valise qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. Ses doigts tremblèrent en manipulant les fermoirs rouillés. Lorsqu'elle s'ouvrit finalement, le passé le frappa avec la force d'un ouragan. Des photographies, des centaines d'elles, toute une vie capturée sur du papier glacé, qui était maintenant légèrement jauni par le temps.
La première photo montrait un jeune homme plein de vie et d'espoir, debout à côté d'un piano à queue, tenant un trophée qui brillait sous les lumières de la scène. Ses yeux irradiaient des rêves. Gabriel pouvait à peine reconnaître cette personne. Il ressemblait à quelqu'un d'un autre monde, d'une autre vie. Il continua de chercher parmi les photos, chacune un poignard dans son cœur, jusqu'à ce qu'il trouve celle qu'il savait être là. Une femme d'une beauté simple mais éclatante l'étreignait sur l'image. Élise, sa femme. Ses yeux noisettes brillaient d'un amour pur. Son sourire était si sincère que Gabriel sentit son cœur se comprimer douloureusement. « Élise » murmura-t-il dans l'air vide, sa voix se brisant. « Mon Dieu, Élise, qu'ai-je fait ?» Les larmes commencèrent à tomber, tachant la photographie. Il l'essuya rapidement avec sa chemise, terrifié de l'endommager. Puis, il trouva la photo suivante, et l'air quitta complètement ses poumons. Une petite fille de pas plus de 5 ans était assise sur ses genoux. Ses petites mains reposaient sur les touches d'un piano, tandis qu'elle levait les yeux avec une adoration absolue. Manon sa petite, Manon sa fille, sa lumière, petite lumière. Le surnom sortit comme un sanglot. Ma petite lumière, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. La douleur qu'il avait gardée refoulée pendant des années explosa comme un barrage rompu. Gabriel se plia en deux, serrant les photographies contre sa poitrine, sanglotant avec une intensité qui l'effrayait. Les souvenirs arrivèrent sans pitié, l'inondant, le noyant. C'était une nuit d'orage. Il venait de terminer un concert réussi dans une autre ville, épuisé, mais euphorique. Élise l'avait appelé, sa voix pleine de fierté et d'émotion. Nous avons vu la transmission en direct. Tu étais incroyable, mon amour. Manon n'arrête pas de dire que son papa est le meilleur pianiste du monde. Dis-lui que son papa lui manque beaucoup, avait répondu Gabriel, le cœur gonflé d'amour. J'arrive demain matin. Restez à la maison. Le temps est terrible. Restez à la maison? Élise avait ri. Pas question. Nous allons à l'aéroport pour t'accueillir. Manon a déjà préparé un dessin pour toi. Élise, sérieusement, il pleut très fort. Je peux prendre un taxi. Bêtise, nous sommes ta famille. Nous voulons être les premières à t'embrasser et à célébrer ton succès. Nous partons déjà. Nous t'aimons. Moi aussi. Je vous aime, avait dit Gabriel, sans savoir que ce seraient les derniers mots qu'il dirait à sa femme. Gabriel se berça d'avant en arrière sur son lit, les photographies toujours pressées contre sa poitrine, revivant chaque seconde de cette horrible nuit. Le vol avait atterri en retard à cause de la tempête. Lorsqu'il alluma enfin son téléphone, il avait 17 appels manqués, tous de numéros inconnus. Son estomac s'était contracté avec une prémonition. « Monsieur Dubois ». La voix avait été professionnelle, mais douce. Trop douce. « C'est l'hôpital central. Vous devez venir immédiatement. Votre famille a eu un accident. » Le monde s'était arrêté à ce moment-là. Gabriel se souvenait avoir couru, crié, supplié les taxis de l'emmener plus vite. Il se souvenait être entré à l'hôpital comme un fou, cherchant des réponses que personne ne voulait lui donner. « Nous sommes vraiment désolés », avait dit le docteur, ses mots soigneusement mesurés. « Votre fille n'a pas résisté à l'impact. Elle est décédée sur les lieux. Votre femme est en chirurgie d'urgence. » Mais Gabriel avait couru vers la salle de chirurgie, frappant aux portes, criant jusqu'à ce qu'on le laisse finalement entrer. Élise était connectée à des machines, son visage pâle comme la mort, mais ses yeux avaient encore de la vie. Quand elle le vit, elle essaya de sourire. Gabriel. Sa voix était à peine un murmure. Manon, notre Manon. Chut, ne parle pas. Gabriel avait pris sa main, des larmes coulant sans contrôle. Tu vas t'en sortir. Nous allons tous les deux nous en sortir. Élise avait faiblement secoué la tête. Ses yeux disaient ce que ses lèvres ne pouvaient pas. Elle savait qu'elle était en train de mourir. « Promets-moi » avait-elle chuchoté, chaque mot un effort monumental. « Promets-moi que tu continueras à jouer, que tu vivras pour nous deux. » « Non, non, non. » Gabriel avait sangloté. « Ne me quitte pas. S'il te plaît, Élise, ne me quitte pas. » Mais elle ne pouvait plus l'entendre. Ses yeux se fermèrent doucement, sa main se relâcha dans la sienne, et la machine commença à émettre ce son horrible continu qui signifiait que tout était terminé. Gabriel cria dans sa petite chambre, le son étouffé contre les photographies. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis la nuit des funérailles. Il pleura pour Élise, pour Manon, pour toutes les années qu'ils auraient dû avoir ensemble, pour tous les moments qui leur avaient été volés. « Je vous ai promis de vivre, » dit-il entre ses sanglots, « mais je n'ai fait qu'exister. J'ai été un fantôme, Élise. Un lâche qui n'a pas eu le courage de vraiment vivre, parce que vivre sans vous fait trop mal. » Le téléphone sonna, le surprenant. Il était après minuit. Il faillit ne pas répondre, mais quelque chose le poussa à le faire. « Monsieur Dubois,
Une voix féminine, professionnelle et efficace. « Je suis Cécile Mercier, assistante personnelle de Madame de Montaigne. » Gabriel essuya rapidement ses larmes, essayant de contrôler sa voix. « Oui, j'appelle pour coordonner les détails de votre déménagement au penthouse de Madame. Elle souhaite que tout soit fait demain matin. » Demain? Gabriel regarda autour de son petit appartement, le seul refuge qu'il avait connu pendant des années. « N'est-ce pas trop tôt? Madame de Montaigne préfère gérer les situations avec efficacité, » répondit Cécile d'un ton qui n'admettait pas de débat. « Une voiture viendra vous chercher à 9 heures du matin. Veuillez n'apporter que l'essentiel. L'essentiel. » Gabriel regarda les photographies éparpillées sur son lit. Qu'était l'essentiel quand on avait perdu tout ce que l'on aimait? « Entendu, » répondit-il finalement. « Excellent. Ah, une chose de plus, monsieur Dubois. Le mariage civil aura lieu dans 2 jours, avec seulement les témoins nécessaires présents. Ensuite, il y aura une séance photo pour les médias. Séance photo. » L'idée lui semblait absurde. Madame de Montaigne est une figure publique éminente. Elle a besoin de contrôler le récit de cette situation. J'espère que vous comprenez. Gabriel comprenait parfaitement. Pour Aurore, cela restait un problème corporatif qui devait être géré avec une précision chirurgicale. Pas un vrai mariage, pas une connexion humaine, juste un contrôle des dégâts. Autre chose? Demanda-t-il, voulant mettre fin à l'appel. Non, monsieur. Bonne nuit. Lorsqu'il raccrocha, Gabriel resta à fixer son téléphone pendant un long moment. Dans 2 jours, il épouserait une femme qui le méprisait, une femme qui l'avait forcé à cet accord, une femme qui le haïssait probablement de toutes ses fibres. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il rangea soigneusement les photographies et les remit dans la valise, n'en laissant qu'une à l'extérieur. La photo d'Élise et Manon ensemble, souriant à l'appareil photo, heureuse et innocente, sans savoir qu'il ne leur restait que quelques jours à vivre. « Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire, » leur dit-il. « Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais, Élise. Mais j'avais besoin de ressentir quelque chose. J'avais besoin de prouver que j'existe toujours, que je compte toujours. » Les visages souriants sur la photo n'offrirent aucune réponse. Ils le regardaient simplement avec un amour éternel et silencieux. Cette nuit-là, ni Gabriel ni Aurore ne dormirent. Tous deux étaient éveillés dans leurs espaces respectifs, traitant ce qui s'était passé, terrifiés par ce qui allait arriver. Aurore regardait le contrat de mariage que Julien lui avait envoyé. Termes, conditions, clauses de sortie, tout était si clinique, si dépourvu d'émotions réelles, comme il se devait. Alors pourquoi se sentait-elle si vide? Gabriel rangeait les photographies, emballait sa vie dans 2 petites valises, tout ce qu'il possédait au monde tenait dans 2 sacs, tandis qu'Aurore avait un penthouse de 2 étages rempli de choses qu'elle n'utilisait probablement jamais. L'ironie ne lui échappa pas. Lorsque l'aube arriva finalement, tous deux l'observèrent depuis leur fenêtre. Aurore depuis sa tour de verre regardant vers le bas, Gabriel depuis son modeste appartement regardant vers le haut. En moins de 24 heures, leur monde allait entrer en collision d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait anticiper. Des secrets seraient révélés, des blessures seraient exposées, et tous deux devraient décider si ce mariage forcé serait leur destruction ou leur salut. Le soleil se leva sur la ville, indifférent au drame humain qui se déroulait sous sa lumière. Un nouveau chapitre était sur le point de commencer, et aucun des deux n'était préparé à ce qui allait suivre. La voiture noire arriva exactement à 9 heures du matin. Le chauffeur, un homme d'âge moyen à l'expression neutre, aida Gabriel avec ses 2 petites valises. Il ne posa aucune question sur la raison pour laquelle quelqu'un avait si peu d'affaires. Les riches payaient pour la discrétion, pas pour la conversation. Pendant le trajet vers le quartier exclusif, Gabriel regarda par la fenêtre comment son monde s'éloignait et un tout nouveau s'approchait. Les immeubles modestes cédaient la place aux tours de verre. Les rues bruyantes se transformaient en avenues impeccables. C'était comme traverser une frontière invisible entre 2 univers qui n'auraient jamais dû se toucher. Lorsque l'ascenseur s'ouvrit directement dans le penthouse d'Aurore, Gabriel eut l'impression d'entrer dans un musée, pas dans une maison. Tout était parfaitement blanc, noir ou gris. Pas une seule photographie sur les murs, pas une seule plante qui apportait de la vie, pas un seul objet déplacé. « Vous êtes arrivé !» La voix d'Aurore le surprit. Elle apparut de ce qui semblait être la cuisine, vêtue de manière décontractée dans des vêtements de sport élégants, mais sans maquillage. Les cernes sous ses yeux trahissaient qu'elle n'avait pas dormi non plus. « Votre chambre est au 2e étage, » dit-elle d'un ton professionnel, évitant son regard. « Cécile vous montrera tout. J'ai des réunions virtuelles toute la matinée. Aurore, attendez. » Gabriel laissa ses valises. « Nous devons parler d'eux. » « Il n'y a rien à discuter. » Elle l'interrompit brusquement. « Nous avons un accord. 1 mois. Après cela, chacun suit son chemin. »
En attendant, nous gardons les apparences en public et nous nous ignorons en privé. Nous ignorer? Gabriel fit un pas vers elle. N'était-il pas censé que ce mois soit pour nous connaître? C'était votre idée, pas la mienne. Aurore le regarda finalement directement. Ses yeux montraient quelque chose de plus que de la froideur. Ils montraient de la peur. Je ne fais qu'honorer ma part du marché. Ne vous attendez pas à ce que je feigne que ce soit autre chose que ce que c'est. Avant que Gabriel ne puisse répondre, le son de l'interphone interrompit. Aurore appuya sur un bouton sur le mur. « Oui, Madame de Montaigne, vous avez une visite. » La voix du portier semblait inhabituellement nerveuse. Elle dit que c'est urgent. C'est Inès de Montaigne. La couleur s'échappa complètement du visage d'Aurore. Ses mains commencèrent à trembler visiblement. « Qui est Inès ?» demanda Gabriel, alarmé par sa réaction. « Ma sœur !» chuchota Aurore comme si les mots lui brûlaient la gorge. « Nous ne nous sommes pas parlé depuis des années. Que dois-je faire, madame ?» demanda le portier par l'interphone. Aurore ferma les yeux, respirant profondément. « Laissez-la monter. » Les minutes suivantes furent tendues. Aurore marchait de long en large, visiblement agitée. Gabriel ne l'avait jamais vue ainsi, si incontrôlée, si humaine. Lorsque l'ascenseur s'ouvrit, une femme du même âge qu'Aurore entra. La ressemblance était indéniable, mais tandis qu'Aurore irradiait une froideur calculée, cette femme avait de la chaleur dans ses yeux. Elle était vêtue simplement, sans marques ostentatoires, ni bijoux coûteux. « Bonjour Aurore !» Inès parla la première, sa voix douce mais ferme. « Que fais-tu ici ?» demanda Aurore sans lui rendre son salut. « J'ai vu les nouvelles. Le pays entier a vu les nouvelles. Ma sœur épouse un inconnu après l'avoir humilié publiquement. Pensais-tu vraiment que je ne viendrais pas? Tu n'es pas la bienvenue ici, dit Aurore sèchement. Pas après ce que tu as fait. Ce que j'ai fait? Inès rit amèrement. Aurore, des années ont passé. Quand vas-tu arrêter de me blâmer? Jamais, explosa Aurore. Son calme se brisa finalement. Tu as détruit notre famille. À cause de toi, papa. Elle s'arrêta brusquement, réalisant que Gabriel écoutait tout. Les larmes coulaient librement sur son visage maintenant. Inès se tourna vers Gabriel, l'évaluant d'un regard perçant. « Vous devez être Gabriel Dubois, le pianiste. »« Oui, » répondit Gabriel, complètement perdu dans la dynamique familiale. « Savez-vous pourquoi ma sœur est ainsi ?» demanda Inès. « Pourquoi elle a construit ces murs si hauts autour de son cœur ?»« Inès, n'ose pas » avertit Aurore d'une voix tremblante, mais Inès continua, l'ignorant. « Notre famille était différente avant. Notre père avait une petite entreprise, mais prospère. Nous étions heureux, normaux. Puis j'ai commis une erreur. » « Une erreur ?» Aurore cracha les mots. « Appelles-tu voler des millions à l'entreprise familiale une erreur ?» Gabriel écarquilla les yeux de surprise. Inès baissa les yeux, manifestement gênée. « Je n'ai pas volé, dit-elle doucement. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Mon mari à l'époque a manipulé des comptes, falsifié des signatures. Au moment où je m'en suis rendu compte, il était trop tard. « Et tu n'as rien dit » cria Aurore. « Tu as laissé papa penser que c'était toi. Tu as laissé le scandale le détruire. » « Parce que c'était mon mari, » répondit Inès d'une voix brisée. « Parce que je pensais pouvoir protéger ce qui restait de la famille en assumant la faute. Je pensais que papa finirait par comprendre, mais il ne l'a pas fait. Il est mort, » chuchota Aurore. Le scandale l'a achevé, le stress, la honte, la perte de son entreprise, tout cela l'a tué. Le silence qui suivit fut dévastateur. Gabriel sentait qu'il était témoin de blessures si profondes que même le temps n'avait pas réussi à les guérir. « C'est pourquoi tu es devenue ainsi », dit doucement Inès. « Tu as travaillé comme une folle pour reconstruire le nom de Montaigne, pour prouver que notre famille valait toujours quelque chose. Et en cours de route, tu as oublié comment être humaine. Et que sais-tu d'être humaine ?» rétorqua Aurore. « Tu es partie. Tu as disparu pendant des années pendant que je portais tout seul. Je suis partie parce que tu m'as chassé, corrigea Inès. Tu as dit que tu ne voulais plus jamais me revoir, que j'étais morte pour toi. » Aurore se détourna, incapable de faire face à sa sœur. « Pourquoi viens-tu maintenant, après tout ce temps ?»« Parce que j'ai vu ton visage dans cette vidéo. » Inès s'approcha d'elle. « J'ai vu comment cet homme a joué du piano et comment tu le regardais. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose dans tes yeux. La peur, oui, mais aussi. » Aurore essuya furieusement ses larmes. « Tu ne sais rien de moi. »« Je sais que tu épouses un étranger dans 2 jours, » Inès souligna. « Je sais que quelque chose dans ce gars-là t'a suffisamment secoué pour accepter quelque chose de complètement fou. Et je sais que la sœur que j'ai connue, celle qui rêvait autrefois d'amour véritable et de famille, est toujours là quelque part à l'intérieur. » Gabriel observait l'échange, le cœur serré. « Aurore,
La femme froide et calculatrice qu'il avait humiliée publiquement était en réalité quelqu'un de profondément blessé, quelqu'un qui avait perdu autant que lui. « Inès, s'il te plaît, va-t'en », dit Aurore d'une voix fatiguée. « Je ne peux pas faire ça maintenant. »« D'accord », acquiesça Inès. « Mais avant de partir, j'ai besoin de te dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années. Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. Je suis désolé de ne pas avoir été plus forte. Je suis désolé que papa soit mort en pensant que je l'avais trahi. Et je suis désolé que nous ayons perdu toutes ces années d'être sœurs. » Elle se retourna pour partir, mais elle vit alors les valises de Gabriel à l'entrée. L'une était légèrement ouverte. Le bord d'une photographie était visible. Sans demander la permission, Inès s'approcha et sortit la photo. C'était l'image d'Élise et Manon. « Qui sont-elles » demanda-t-elle doucement. Gabriel sentit comme si on l'avait frappé à la poitrine. « Ma famille. Elles sont mortes il y a des années. » Inès étudia la photographie avec une attention inhabituelle. Son visage pâlit progressivement. « Comment s'appelait votre femme ?»« Élise » répondit Gabriel, confus par la réaction. « Élise Dubois, née Mercier. » La photographie tomba des mains d'Inès. Aurore se retourna rapidement, alarmée. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. Inès la regarda avec des yeux pleins de larmes et d'horreur. « Aurore, te souviens-tu de l'accident? Celui causé par le mari dont je t'ai parlé? Qu'est-ce que cela a à voir avec ?» commença Aurore, mais elle comprit alors. Son visage se transforma en un masque d'horreur. « Non, chuchota-t-elle, mon ex-mari. Il conduisait en état d'ébriété cette nuit-là, dit Inès d'une voix tremblante. Il a traversé la voie sur l'autoroute. Il a percuté un autre véhicule. Il est mort dans l'impact. Je n'ai jamais su qui étaient les victimes de l'autre voiture. Les avocats ont tout géré. J'étais anéanti, sous le choc. Mais maintenant, Gabriel sentit que le monde s'inclinait dangereusement. Que dites-vous? L'accident qui a tué votre femme et votre fille, Inès pouvait à peine parler, a été causé par mon mari, par l'homme en qui j'ai eu confiance, par l'homme dont j'ai assumé la faute. Le silence qui tomba sur le penthouse était si dense qu'il écrasait. 3 personnes, 3 étrangers, connectés par une tragédie qu'aucun n'avait comprise complètement jusqu'à maintenant. Gabriel s'effondra sur le canapé, incapable de traiter l'information. L'homme qui avait détruit sa vie, qui avait tué Élise et Manon, était connecté à Aurore, à la femme qu'il était sur le point d'épouser. « Je ne savais pas », sanglota Inès. « Gabriel, vous devez me croire. Je ne savais pas. Si j'avais su qu'il y avait des victimes, qu'il y avait une famille détruite. Mais vous saviez, » dit Gabriel d'une voix creuse. « Vous saviez que votre mari conduisait en état d'ébriété. Vous saviez qu'il avait percuté quelqu'un. Vous n'avez simplement pas pris la peine de savoir qui ils étaient. Ce n'est pas vrai, » cria Inès. « Je m'en souciais, mais j'étais brisé. Ma vie entière s'est effondrée cette nuit-là. J'ai perdu mon mariage, ma famille, mon père, et moi. Qu'ai-je perdu ?» Gabriel se leva, sa voix tremblant d'émotion contenue. « J'ai perdu ma femme. J'ai perdu ma fille de 5 ans. Manon avait 5 ans, et elle est morte parce que votre mari a décidé de boire et de conduire. Aurore était paralysée, regardant alternativement sa sœur et Gabriel. Les pièces du puzzle s'emboîtaient de manière horrible. « C'est pourquoi vous avez abandonné la musique, » murmura-t-elle. « C'est pourquoi vous avez disparu. C'est pourquoi je suis devenu invisible, » termina Gabriel. « Parce que vivre avec cette douleur était impossible. Chaque jour où je me réveillais était une trahison envers elle. Comment osais-je continuer à respirer quand elle ne le pouvait pas ?» Inès s'approcha de lui, les mains tremblantes. « Gabriel, s'il vous plaît. Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point je suis désolé. J'ai vécu avec la culpabilité, toutes ces années, à cause de ce que mon mari a fait, mais je n'ai jamais su. Je n'ai jamais imaginé. « Partez », dit Gabriel d'une voix froide et contrôlée. « Partez avant que je ne dise quelque chose que je ne pourrai pas retirer. »« Gabriel, partez !» cria-t-il finalement, perdant son calme. Inès recula, les larmes coulant sur son visage. Elle regarda Aurore une dernière fois avant d'entrer dans l'ascenseur. Les portes se fermèrent, la laissant disparaître. Le silence qui resta était insupportable. Aurore et Gabriel se regardaient depuis les côtés opposés de la pièce, un abîme nouvellement découvert les séparant. « Je ne savais pas », parla finalement Aurore. « Gabriel, vous devez me croire. Je ne savais pas que l'accident qui a détruit ma famille avait aussi détruit la vôtre. Est-ce important ?» demanda Gabriel amèrement. « Est-ce que ça change quelque chose ?»« Ça change tout. » Aurore s'approcha lentement. « Cela change le fait que moi aussi j'ai porté la culpabilité de cet accident. Car c'est ma sœur qui a fait confiance à cet homme. Parce que c'est le scandale de ma famille qui lui a permis de rester libre jusqu'à cette nuit. Si j'avais agi différemment,
si j'avais dénoncé. Non, Gabriel l'arrêta. Vous ne pouvez pas porter cette culpabilité. J'ai passé des années à faire cela, à me blâmer pour chaque décision que j'ai prise cette nuit-là, pour avoir accepté ce concert, pour ne pas avoir plus insisté pour qu'elle reste à la maison. Mais la vérité est que le seul coupable était l'homme qui a décidé de boire et de conduire. Mais ma famille l'a protégé, chuchota Aurore. Inès a assumé la faute. Nous avons gardé le scandale loin des médias. Nous nous sommes assurés que personne ne connaisse la vérité complète. Pourquoi me dites-vous cela ? Demanda Gabriel. Parce que vous méritez de connaître toute la vérité. Aurore essuya ses larmes. Parce que je comprends maintenant pourquoi vous m'avez regardé de cette manière au gala. Ce n'était pas seulement de la vengeance, c'était la douleur, reconnaissant la douleur. 2 personnes brisées, entrant en collision au pire moment possible. Gabriel s'assit à nouveau, épuisé émotionnellement et physiquement. Que faisons-nous maintenant ? Je ne sais pas, admit Aurore, s'asseyant à côté de lui, mais gardant ses distances. Le contrat dit que nous nous marions dans 2 jours, mais après ça ? Après ça, quoi ? Gabriel la regarda. Nous annulons tout ? Nous faisons semblant que cette horrible connexion n'existe pas ? Connexion ? Aurore le regarda avec confusion. Nous sommes connectés par la pire tragédie de nos vies, expliqua Gabriel. Votre famille et ma famille détruites par le même homme au même moment. Ne voyez-vous pas la cruelle ironie ? Nous nous sommes haïs pour des raisons superficielles, alors que nous partageons une douleur si profonde. Aurore resta silencieuse, traitant ses mots. Elle parla finalement. « Voulez-vous toujours m'épouser, sachant tout cela ?» Gabriel réfléchit longuement puis hocha lentement la tête. « Oui, plus que jamais. Pourquoi ? Parce que je sais maintenant que je ne suis pas le seul à avoir porté une culpabilité impossible. Parce que je comprends pourquoi vous avez construit ces murs, et parce que peut être, juste peut être, 2 personnes brisées par la même tragédie peuvent s'aider mutuellement à guérir. » Aurore le regarda avec étonnement. « Après tout ce que je vous ai fait, après avoir découvert cette horrible connexion, croyez-vous toujours que nous pouvons nous sauver mutuellement ? Je ne sais pas, admit honnêtement Gabriel. Mais cela ne vaut-il pas la peine d'essayer ? Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, Aurore sourit sincèrement à travers ses larmes. Vous êtes un homme étrange, Gabriel Dubois. Et vous êtes une femme compliquée, Aurore de Montaigne. Tous 2 rirent faiblement, le son étrange, mais réconfortant au milieu du chaos émotionnel. 2 jours plus tard, ils se marieraient. Mais maintenant, le mariage signifiait quelque chose de complètement différent. Ce n'était pas seulement 1 mois de convenance ou de leçons. C'étaient 2 âmes brisées se rencontrant dans l'obscurité, espérant qu'ensemble, elles pourraient trouver, ne serait-ce qu'un peu de lumière. Le jour du mariage se leva gris et nuageux, comme si le ciel lui-même reflétait l'état émotionnel des protagonistes. Gabriel se réveilla dans sa nouvelle chambre, toujours désorienté par le luxe qui l'entourait. Les draps étaient plus doux que tout ce qu'il avait touché. La vue depuis la fenêtre montrait la ville entière étendue comme un tapis à ses pieds, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Dans quelques heures, il épouserait la femme dont la famille était liée à la mort d'Élise et Manon. Il se leva et marcha vers la table de chevet, où il avait placé la photographie de sa famille. « Qu'en penserait-elle » murmura-t-il aux images souriantes. « Me haïrait-elle d'épouser quelqu'un lié à leur mort ? Ou comprendrait-elle » Comme toujours, les photographies ne répondirent pas, mais cette fois, Gabriel ressentit quelque chose de différent. Non seulement de la douleur, mais aussi une étrange sensation de paix, comme si finalement, après des années de punition auto-imposée, il se permettait la possibilité d'aller de l'avant. À l'autre bout du penthouse, Aurore était également réveillée. Elle n'avait pas dormi de la nuit. Elle se regardait dans le miroir, étudiant son propre visage comme si c'était celui d'une étrangère. « Qui es-tu vraiment ?» se demanda-t-elle à voix haute. La femme d'affaires impitoyable que tout le monde croit connaître, la sœur qui a chassé sa famille, ou quelqu'un qui a simplement trop peur de ressentir. Un léger coup à la porte la sortit de ses pensées. « Aurore !» c'était la voix de Gabriel. « Puis-je entrer ?» Elle hésita un instant avant de répondre. « Entrez !» Gabriel entra, toujours en tenue décontractée. Il avait l'air aussi perdu qu'elle se sentait. « Je n'arrivais pas à dormir, admit-il. »« Moi non plus, » avoua Aurore. « Je n'arrête pas de penser à ce qu'Inès a dit, à tout ce qui a été révélé. Moi aussi. » Gabriel s'assit au bord du lit, gardant une distance respectueuse. « Lui as-tu parlé depuis qu'elle est partie ?» Aurore secoua la tête. « Je ne saurais pas quoi dire. Des années ont passé, tant de douleurs, tant de ressentiments. Et maintenant ceci. Maintenant nous savons que les 2 familles ont été détruites par la même personne. Que ta sœur a perdu autant que moi. Que tu as porté une culpabilité qui ne t'appartenait pas, compléta Gabriel.
Je ne peux pas encore lui pardonner, murmura Aurore. Je sais que cela semble cruel, mais chaque fois que je pense à elle, je me souviens de papa mourant d'une crise cardiaque causée par le stress. Je me souviens comment tout s'est effondré. Le pardon n'arrive pas immédiatement, dit doucement Gabriel. Crois-moi, je le sais. J'ai passé des années sans pouvoir me pardonner à moi-même. Aurore le regarda directement. Et maintenant, peux-tu te pardonner? J'apprends, répondit honnêtement Gabriel. Te connaître, aussi étrange que cela puisse paraître, m'apprend que la douleur n'a pas à me définir pour toujours. Ils restèrent dans un silence partagé, deux personnes au bord de quelque chose qu'aucun ne comprenait encore complètement. Dans 3 heures, nous nous marions, dit finalement Aurore. Un mariage sans amour, sans famille, sans rien qui le rende réel. Et si nous le rendions réel? Demanda Gabriel soudainement. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'au lieu de faire semblant, au lieu d'agir pour les caméras, que diriez-vous de faire de vrais vœux? Pas des vœux d'amour éternel, car ce serait un mensonge, mais des vœux d'honnêteté, de nous donner une vraie chance. Aurore réfléchit longuement. Des vœux de quoi exactement? D'être vulnérable, proposa Gabriel. De ne pas nous cacher derrière des masques, de nous aider mutuellement à guérir, même si cela fait mal. Cela semble terrifiant, admit Aurore. Ça l'est, acquiesça Gabriel. Mais rester comme nous sommes l'est aussi. Au moins ceci est terrifiant avec un but. Aurore tendit sa main. Alors c'est un marché. De vrais vœux. Une vraie vulnérabilité. Un mois pour voir si 2 personnes brisées peuvent créer quelque chose de complet. Gabriel lui serra la main. Cette fois, le contact dura un peu plus longtemps. Quelque chose changeait entre eux. Quelque chose de subtil, mais d'indéniable. Le bureau de l'état civil était froid et impersonnel, exactement comme Aurore l'avait voulu. Seul Julien, l'avocat, et Cécile, l'assistante, étaient présents en tant que témoins officiels. Thierry avait envoyé des excuses, disant qu'il ne pouvait pas soutenir cette farce. Le fonctionnaire du gouvernement lut les vœux standards d'une voix monotone, manifestement ennuyé. Il avait traité des douzaines de mariages cette semaine. Celui-ci n'était qu'un de plus. Aurore de Montaigne accepte-t-elle Gabriel Dubois pour époux? Aurore regarda Gabriel. Dans ses yeux, elle vit de la douleur, de l'espoir, de la peur et de la détermination. J'accepte. Gabriel Dubois accepte-t-il Aurore de Montaigne pour épouse? Gabriel soutint son regard. J'accepte. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État, je vous déclare mari et femme. Il n'y eut pas de baiser, pas d'applaudissements, seulement 2 signatures sur un papier et 2 anneaux échangés mécaniquement. Mais lorsque Gabriel glissa l'anneau au doigt d'Aurore, il chuchota quelque chose que seule elle put entendre. « Je te promets d'être honnête, même quand cela fait mal. » Et Aurore, en plaçant l'anneau à son doigt, répondit « Je te promets d'essayer d'être humaine à nouveau. » Ce furent des vœux plus significatifs que n'importe quel poème romantique. La séance photo était prévue dans le hall du Grand Hôtel, le plus luxueux de la ville. Les médias attendaient avec impatience, les appareils photos prêts, les questions préparées. L'histoire de l'employé de nettoyage qui épousait la milliardaire avait captivé l'imagination du public. « Souriez », indiqua le photographe, les positionnant ensemble. Aurore sourit avec une perfection pratique, le même sourire qu'elle utilisait lors des conférences de presse. Mais Gabriel ne le put pas. Son sourire était petit, sincère, nerveux. « Madame de Montaigne », cria un journaliste. « Que ressentez-vous à l'idée d'épouser quelqu'un que vous avez rencontré il y a à peine quelques jours ?»« Je me sens surprise par la vie », répondit soigneusement Aurore. « Parfois, les connexions les plus inattendues sont les plus significatives. »« Monsieur Dubois », demanda un autre journaliste, « est-il vrai que vous êtes le pianiste disparu Gabriel Dubois? Pourquoi avez-vous abandonné la musique ?» Gabriel sentit le poids de la question. « J'ai perdu quelque chose de très important, et avec cela, j'ai perdu mon but. Mais j'apprends qu'il n'est jamais trop tard pour le retrouver. Et votre femme vous y aidera-t-elle » pressa le journaliste. Gabriel regarda Aurore. « Je crois que nous nous aiderons mutuellement. » Les caméras capturèrent le moment, le regard entre eux, qui semblait contenir des conversations entières. Une dernière question. Une journaliste connue pour ses enquêtes agressives éleva la voix. « Madame de Montaigne, est-il vrai que votre sœur Inès de Montaigne a été impliquée dans le scandale financier qui a détruit l'entreprise de votre père et que ce même scandale est lié à la tragédie personnelle de Monsieur Dubois ?» Le salon fut plongé dans un silence total. Toutes les caméras se focalisèrent sur Aurore, attendant sa réaction. Aurore pâlit. Ses mains commencèrent à trembler. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Gabriel parla. « Mon passé est compliqué et douloureux, dit-il d'une voix ferme. Le passé de ma femme l'est aussi,
Mais ce qui compte n'est pas d'où nous venons, mais où nous allons. Et nous avons décidé d'aller de l'avant ensemble. Il prit la main d'Aurore, la serrant doucement. Elle le regarda avec surprise et gratitude. « Nous ne répondrons plus à des questions sur nos passés », ajouta Aurore, retrouvant son calme. « Nous demandons de l'intimité pour construire notre avenir. » Cécile mit rapidement fin à la session, escortant les jeunes mariés vers la voiture qui les attendait. Une fois à l'intérieur, protégée des caméras par des vitres teintées, Aurore s'effondra. « Comment ont-ils su ?» sanglota-t-elle. « Comment ont-ils trouvé le lien si rapidement ?»« Les journalistes sont bons dans leur travail, » répondit Gabriel. « Mais cela n'a pas d'importance. Nous n'avons rien dit qui compromette votre vie privée ou la mienne. Vous m'avez défendu. » Aurore le regarda avec étonnement. « Vous ne me connaissez même pas vraiment, et vous m'avez défendu. »« Nous sommes une équipe maintenant, » dit simplement Gabriel. « Pour le meilleur et pour le pire, nous sommes là-dedans ensemble. » Le trajet de retour au penthouse fut silencieux, mais pas inconfortable. Tous deux traitaient tout ce qui s'était passé. Le mariage, qui avait commencé comme vengeance et obligation, se transformait en quelque chose de différent, quelque chose qu'aucun ne savait encore nommer. Lorsqu'ils arrivèrent au penthouse, ils trouvèrent une surprise qui les attendait. Des douzaines de bouquets de fleurs remplissaient le salon. Rosée, lys, tournesol. L'espace froid et minimaliste s'était transformé en un jardin. « Qui a envoyé tout cela ?» demanda Aurore en cherchant des cartes. Gabriel en trouva une. Son visage se transforma complètement lorsqu'il lut le message. « Que dit-elle » demanda Aurore en s'approchant. Gabriel lui montra la carte. L'écriture était élégante, mais tremblante. Les tournesols étaient ses préférés. « Élise me l'a dit une fois à l'hôpital, lorsque nous attendions toutes deux la naissance de nos bébés. Je ne savais pas que c'était votre femme jusqu'à maintenant. Pardonne-moi, Inès. » Aurore porta une main à sa bouche. « Ma sœur a connu votre femme. Il semble que nos vies aient été connectées bien plus tôt que nous ne l'imaginions, » chuchota Gabriel. Parmi les fleurs, il y avait une autre carte. Celle-ci avec une écriture différente, masculine et pressée. « Aurore, nous devons parler. Il y a des choses sur l'accident que vous ignorez. Des choses qu'Inès ne vous a jamais dites. Des choses qui vont tout changer. Thierry. » Aurore lut la carte 3 fois sans pouvoir en traiter la signification. « Que veut-il dire par là ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'appréhension. « Je ne sais pas, » répondit Gabriel. « Mais cela semble important. Pensez-vous que nous devrions le rencontrer ? Je crois que nous devons connaître toute la vérité, » dit Gabriel. « Peu importe à quel point elle est douloureuse. » Aurore appela Thierry immédiatement. La conversation fut brève, tendue. Lorsqu'elle raccrocha, son visage affichait un mélange de peur et de détermination. « Il vient demain, » dit-elle. « Il dit qu'il a des documents, des preuves de quelque chose qui a changé tout ce que nous croyons savoir sur l'accident. Quel genre de preuves ? Il n'a pas voulu dire par téléphone, mais Gabriel, sa voix se brisa. Et s'il y avait plus de secrets ? Et si ce que nous découvrons est pire que ce que nous imaginons ? Gabriel l'étreignit. Ce fut une impulsion, non planifiée, mais Aurore ne résista pas. Elle se laissa tenir, probablement pour la première fois depuis des années. « Alors nous y ferons face ensemble, » dit-il contre ses cheveux. « Comme nous l'avons promis. » Cette nuit-là, au lieu de se retirer dans des chambres séparées, ils restèrent dans le salon, entourés de fleurs. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Aurore raconta des histoires de son enfance, de son père, des rêves qu'elle avait avant de devenir la femme d'affaires implacable. Gabriel partagea des souvenirs d'Élise et Manon, cette fois sans la douleur déchirante, avec une triste nostalgie, oui, mais aussi avec de la gratitude. « Élise aurait voulu que j'aille de l'avant, » admit-il alors que le soleil commençait à se lever. « Elle a toujours été plus sage que moi. Elle me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Votre fille était belle, » dit Aurore en regardant la photographie que Gabriel avait apportée. Elle avait vos yeux, et le rire de sa mère. Gabriel sourit. Elle remplissait toute la maison avec ce rire. « Crois-tu que tu cesseras un jour de les regretter ?»« Non, » répondit honnêtement Gabriel. « Mais j'apprends que je peux les regretter et quand même vivre, que honorer leur mémoire ne signifie pas mourir avec elles. » Aurore hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Mon père me manque. La sœur que j'avais avant que tout ne s'écroule me manque. La personne que j'étais avant de construire tous ces murs me manque. Les murs peuvent s'effondrer, » dit doucement Gabriel. « Et si ce qu'il y a derrière est trop brisé pour être réparé, alors nous trouvons la beauté dans les fissures, » suggéra Gabriel. Comme l'art japonais du kintsugi, où il répare la céramique brisée avec de l'or, les cicatrices deviennent une partie de la beauté. Aurore sourit à travers les larmes. « Quand êtes-vous devenu si sage ? Quand j'ai cessé de me cacher de la douleur
et que j'ai commencé à apprendre d'elle. Lorsqu'ils allèrent finalement se coucher, déjà officiellement mariés, tous deux ressentirent quelque chose qu'ils n'avaient pas éprouvé depuis longtemps. L'espoir, fragile, terrifiant, mais réel. Mais aucun ne pouvait imaginer que les révélations de Thierry le lendemain ébranleraient les fondations de tout ce qu'il croyait savoir, que des secrets enterrés pendant des années étaient sur le point de sortir de l'ombre, et que la vérité, lorsqu'elle émergerait finalement, changerait non seulement leur passé, mais aussi leur avenir ensemble. Le premier jour de leur mariage se termina avec deux personnes moins seules qu'elles ne l'avaient été depuis des années, mais le deuxième jour apporterait des révélations qui mettraient à l'épreuve tout ce qui avait été construit. La tempête ne faisait que commencer. Thierry arriva au penthouse exactement à midi, portant une mallette en cuir usé qui semblait peser bien plus que son contenu physique. Gabriel et Aurore l'attendaient dans le salon, assis ensemble sur le canapé, une proximité qui n'existait pas il y a quelques jours. « Merci de me recevoir », dit Thierry, son visage affichant un sérieux inquiétant. « Ce que j'ai à vous montrer va tout changer. »« À quel point est-ce grave ?» demanda Aurore, sa voix tremblante. « Ce n'est pas grave », corrigea Thierry en ouvrant la mallette. « C'est compliqué, c'est douloureux, mais je crois que c'est aussi nécessaire. » Il sortit un épais dossier en manille rempli de documents. Après le gala, lorsque tout cela a explosé, j'ai commencé à enquêter. Quelque chose ne collait pas dans toute l'histoire de l'accident, alors j'ai engagé un détective privé. « Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda Gabriel confus. « Parce que je te connais, Aurore. » Thierry la regarda directement. « Je sais comment fonctionne ton esprit. Je sais que ce mariage, aussi forcé qu'il puisse paraître, est en train de te changer. Et je voulais m'assurer que la base de tout était la vérité complète, pas des demi-vérités. » Aurore déglutit. « Qu'avez-vous trouvé ?» Thierry plaça plusieurs documents sur la table basse. Le premier était un rapport de police sur l'accident. Gabriel eut la nausée rien qu'en le voyant. « L'accident s'est produit comme on vous l'a dit, » commença Thierry. Le mari d'Inès, Antoine Delacroix, conduisait en état d'ébriété. Il a traversé la voie. L'impact a été instantané. Mais il y a des détails qui n'ont jamais été révélés publiquement. Quels détails? La voix de Gabriel était à peine un murmure. Thierry sortit un autre document. Élise n'est pas morte immédiatement pendant la chirurgie comme on vous l'a dit. Monsieur Dubois, elle a vécu 3 heures de plus après que vous ayez quitté l'hôpital. Le monde de Gabriel s'arrêta. Quoi? Les médecins vous ont renvoyé chez vous parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais elle s'est stabilisée temporairement, suffisamment pour faire quelque chose. Thierry sortit une enveloppe scellée, jaunie par le temps. Elle a demandé du papier et un stylo. Elle a écrit 2 lettres avant de mourir. Une pour vous, Gabriel. L'autre, pour qui? Chuchota Aurore. Pour votre père, Aurore. Pour Monsieur de Montaigne. Le silence qui tomba sur la pièce était si dense qu'il faisait mal de respirer. Pourquoi mon père ne m'a-t-il jamais rien dit? Aurore pouvait à peine parler. Parce qu'il a reçu la lettre le jour même où le scandale avec Inès a éclaté, le jour même où votre famille a commencé à s'effondrer. Il a gardé ces lettres dans un coffre-fort avec d'autres documents importants. Lorsqu'il est mort, son avocat avait pour instruction de les garder scellés jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. « Quelles conditions ?» demanda Gabriel, tremblant. « Jusqu'à ce que Gabriel Dubois et la famille de Montaigne se rencontrent à nouveau. D'une manière ou d'une autre, un jour, votre père croyait que le destin vous réunirait au bon moment. » Aurore sanglota. Mon père savait, il savait tout le temps pour le lien. Thierry hocha la tête. Et il a porté cette connaissance jusqu'à sa mort. Une partie du stress qui l'a tué n'était pas seulement le scandale financier. C'était de savoir que la famille de son gendre avait détruit une autre famille et de ne rien pouvoir faire pour arranger les choses. Gabriel regardait l'enveloppe à son nom comme si c'était une bombe. Ses mains tremblaient tellement qu'il ne pouvait pas la saisir. « Voulez-vous que je la lise en premier ?» proposa doucement Aurore, en lui prenant la main. Gabriel acquiesça, incapable de parler. Aurore prit l'enveloppe avec respect, la déchirant soigneusement. À l'intérieur, il y avait 2 feuilles de papier, l'écriture clairement faite avec effort. Quelques mots tachés par des larmes ou du sang. « Mon bien-aimé Gabriel », commença Aurore à lire à voix haute, sa voix se brisant dès le premier mot. « Si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus avec toi. Cela signifie que notre temps ensemble s'est terminé bien avant ce dont nous avions rêvé. » Gabriel sanglotait silencieusement, des larmes coulant sur son visage. « Je veux que tu saches que nos années ensemble ont été les plus heureuses de ma vie. Chaque instant, chaque rire, chaque note que tu as jouée au piano pour moi et pour Manon, tout était parfait. Tu as été le mari parfait, le père parfait. Élise, murmura Gabriel les mots comme si elle pouvait l'entendre. Aurore continua, luttant contre ses propres larmes.
Je sais que tu vas te blâmer pour cela. Je te connais, mon amour. Je sais que tu diras que tu aurais dû plus insister pour que nous restions à la maison, que tu aurais dû conduire toi-même, que tu aurais dû faire 1000 choses différentes, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce n'était pas ta faute. Rien de tout cela n'était ta faute. Le seul responsable était l'homme qui a décidé de boire et de conduire. Et je veux que tu saches que je lui pardonne, même maintenant, mourant à cause de ses actions. Je lui pardonne parce que la haine ne fait que créer plus de douleur. Gabriel gémit, se repliant sur lui-même. Aurore s'arrêta de lire un instant, lui permettant de se reprendre. « Il y a plus », dit doucement Thierry. Aurore respira profondément et continua. « J'ai rencontré une femme à l'hôpital il y a des années, lorsque nous étions toutes les deux enceintes. Son nom était Inès. Nous avons parlé de nos rêves, de nos peurs, de nos espoirs pour nos bébés. Elle m'a dit qu'elle avait une sœur cadette qu'elle admirait beaucoup, une jeune fille intelligente et ambitieuse appelée Aurore. Aurore allaita. Gabriel leva les yeux, ses yeux rouges et gonflés. Si le destin existe, Gabriel, et que d'une manière ou d'une autre cette lettre parvient à toi et à cette famille, je veux qu'il sache quelque chose. Le pardon est le seul moyen de se libérer de la douleur. J'ai pardonné à l'homme qui nous a ôté la vie. Je pardonne à sa famille de ne pas savoir. Et j'espère que toi aussi, tu pourras pardonner un jour. Il y a plus, insista Thierry, sa propre voix brisée par l'émotion. Aurore continua avec difficulté. Concernant notre petite lumière, les médecins m'ont dit quelque chose avant que nous ne perdions connaissance, quelque chose qu'ils n'ont pas eu le temps de te dire. Elle n'a pas souffert, mon amour. L'impact a été si rapide qu'elle n'a pas ressenti de douleur. Je sais que tu te le demanderas des milliers de fois. Je sais que l'image d'elle souffrant te hantera, mais ne le fais pas. Notre bébé est parti en paix, probablement en rêvant des histoires que tu lui as lues ce matin-là. Gabriel s'effondra complètement, des sanglots profonds secouant tout son corps. Aurore laissa tomber la lettre et l'étreignit, pleurant avec lui, le tenant pendant qu'il se brisait. Thierry attendit respectueusement avant de parler. Il y a une dernière partie. Aurore ramassa la lettre, les mains tremblantes. « S'il te plaît, Gabriel, visse pour nous deux. Rejoue du piano, retrouve l'amour, sois à nouveau heureux. Tu ne nous honores pas en mourant lentement, tu nous honores en vivant pleinement. Je t'aimerai pour toujours dans cette vie et dans la suivante, ton Élise. » Le silence qui suivit ne fut brisé que par des sanglots. Ni Gabriel, ni Aurore, ni même Thierry ne purent retenir leurs larmes. « Élise était une femme extraordinaire, » dit finalement Thierry. Elle a écrit cela en train de mourir dans une douleur indescriptible, et sa préoccupation était que vous puissiez trouver la paix. « Je ne mérite pas son pardon, » sanglota Gabriel. « J'ai gâché des années. Je suis devenu un fantôme. J'ai trahi sa dernière volonté. Non. » Aurore le prit par les épaules, l'obligeant à la regarder. « Tu n'as rien trahi. Tu es ici maintenant. Tu es vivant maintenant. Tu ressens maintenant. » C'est ce qu'elle voulait. Thierry sortit la deuxième enveloppe. « Aurore, ceci est la lettre pour ton père. » Aurore la prit avec des mains tremblantes. L'écriture était la même, mais le message différent. « Monsieur de Montaigne, lut-elle. Mon nom est Élise Dubois. Nous ne nous connaissons pas, mais nos familles sont liées par une tragédie. Votre gendre a causé l'accident qui met fin à ma vie et à celle de ma fille. Mais je ne vous écris pas pour vous accuser ou vous blâmer. » Aurore luttait pour continuer. « Je vous écris parce que j'ai connu votre fille Inès. C'est une bonne personne qui a pris de mauvaises décisions en faisant confiance aux mauvais hommes. S'il vous plaît, ne la perdez pas. Les familles sont trop précieuses pour être gaspillées dans le ressentiment. Mon mari est pianiste, un brillant. Si un jour, d'une manière ou d'une autre, vos chemins se croisent, s'il vous plaît, prenez soin de lui. Il aura besoin d'aide pour se souvenir comment vivre. Et être qu'en guérissant ensemble, nos familles pourront trouver la paix. Pardonnez, pardonnez-vous et vivez. Ce sont mes derniers mots pour vous, avec respect et espoir. Élise Dubois. » Aurore sanglotait de manière incontrôlable maintenant. Mon père connaissait cette lettre. Il a su pendant des années qu'il y avait un lien, et il a porté cette culpabilité jusqu'à ce que cela le tue. « Votre père était un homme bon, » dit doucement Thierry. Après avoir lu cette lettre, il a établi une fiducie anonyme pour Gabriel. Il a payé ses factures médicales après l'accident. Il a payé les funérailles d'Élise et Manon. Il a fait tout ce qu'il pouvait sans révéler le lien familial, car il savait qu'Inès ne pouvait pas supporter plus de culpabilité. « Quoi ?» Gabriel leva les yeux, stupéfait. « Je n'ai jamais su qui avait payé ces factures. Je pensais que c'était une erreur administrative. » Ce n'était pas une erreur. Thierry sortit d'autres documents. « Votre beau-père a payé plus de 200 000 €
en frais médicaux et funéraires, et a laissé des instructions dans son testament pour que si jamais vous aviez besoin d'aide, sa famille devait vous la fournir. Aurore se couvrit la bouche en sanglotant. C'est pourquoi. La crise cardiaque n'était pas seulement le stress du scandale, c'était la culpabilité de savoir que la famille d'Inès avait détruit une autre famille. C'était de porter ce secret. Mais il a aussi laissé ceci, Thierry sortit un dernier document. Une lettre pour toi, Aurore, écrite peu avant sa mort. Aurore la prit avec des mains qui pouvaient à peine la tenir. Ma fille, lut-elle à voix haute, si tu lis ceci, cela signifie que tu as trouvé Gabriel Dubois. Cela signifie que le destin a fonctionné comme Élise et moi le croyons. J'ai été lâche, Aurore. Lâche de ne pas avoir réuni nos familles quand j'aurais dû le faire. Lâche de laisser l'orgueil et la peur m'empêcher de faire ce qui était juste. Mais j'espère que tu seras plus courageuse que moi. Gabriel Dubois est un homme bon qui a souffert de manière incommensurable. Notre famille lui doit une dette qui ne pourra jamais être remboursée. Mais être juste être, vous pouvez trouver la guérison ensemble. Deux âmes brisées par la même tragédie, s'aidant mutuellement à se reconstruire. Ne perds pas de temps comme je l'ai fait. Ne laisse pas l'orgueil t'empêcher d'aimer. Ne laisse pas la peur t'empêcher d'être humaine. Sois la personne que j'aurais dû être. Je t'aime toujours, papa. Aurore s'effondra contre Gabriel, tous deux se tenant mutuellement alors qu'ils traitaient des révélations qui restructuraient toute leur compréhension du passé. Thierry se tut, leur permettant de pleurer, de traiter, de commencer à guérir. Il y a une chose de plus, dit-il finalement lorsque les sanglots diminuèrent. Le détective a trouvé quelque chose sur Manon. Gabriel leva les yeux, terrifié par plus de douleur. À l'hôpital, avant de mourir, ils ont fait un moulage de sa main. C'est une procédure standard, dans des cas comme celui-ci. Il a été conservé dans les archives de l'hôpital. Si vous voulez, je peux vous l'obtenir. Gabriel ne pouvait pas parler, il hocha juste la tête, des larmes fraîches coulant. Et une dernière chose, Thierry les regarda tous les deux. Élise était enceinte quand elle est morte. À peine quelques semaines, ils allaient probablement vous le dire après le concert. Le cri de douleur de Gabriel fut primitif, déchirant. Il n'avait pas seulement perdu sa femme et sa fille, il avait perdu un autre bébé qu'il n'avait jamais connu. Aurore le tint fermement, pleurant avec lui, partageant une douleur si profonde qu'il n'y avait pas de mots. Thierry attendit de longues minutes, avant de parler à nouveau. « Gabriel, Aurore, je sais que c'est dévastateur, mais c'est aussi libérateur. Vous connaissez maintenant toute la vérité. Vous savez qu'Élise a pardonné, que le père d'Aurore a essayé de faire ce qui était juste, et que tous deux souhaitaient que leur famille guérisse ensemble. Comment guérissons-nous de cela ?» demanda Gabriel, d'une voix brisée. « Comment continuons-nous à vivre avec toute cette douleur ?»« Ensemble, chuchota Aurore, prenant son visage entre ses mains, comme Élise et mon père l'ont dit, ensemble, en nous aidant mutuellement. »« Je ne te connais pas vraiment, » dit Gabriel, « et tu ne me connais pas. Mais nous sommes connectés par quelque chose de plus profond que le temps. Nous sommes connectés par la perte. » Aurore acquiesça, par la culpabilité, par la douleur, mais aussi par l'espoir, par la possibilité que quelque chose de bon puisse sortir de quelque chose d'aussi terrible. Thierry se leva discrètement. « Je vous laisse seul. Vous avez beaucoup à traiter. Mais avant de partir, je veux dire quelque chose. Ce que vous êtes en train de construire ici, ce mariage étrange qui a commencé pour les mauvaises raisons, je crois que c'est exactement ce qu'Élise et M. de Montaigne espéraient. Deux personnes trouvant la lumière dans l'obscurité partagée. Lorsqu'il fut parti, Gabriel et Aurore restèrent enlacés sur le canapé, entourés de lettres et de documents qui réécrivaient leur histoire commune. « Élise a pardonné, » murmura Aurore à l'homme qui a tué ta famille. « Peux-tu pardonner à la mienne ?»« Votre famille n'était pas fautive, » répondit Gabriel. « Inès était aussi une victime. Ton père a porté une culpabilité qu'il ne méritait pas. Et toi, tu as été blessé par tout cela autant que moi. Alors nous pouvons guérir ensemble, » dit Aurore. Non pas comme une question, mais comme une promesse. « Ensemble », répéta Gabriel, scellant le vœu. Dehors, le soleil commençait à se coucher sur la ville. À l'intérieur du penthouse, deux personnes qui avaient été brisées commençaient très lentement à se reconstruire. Les lettres d'Élise restèrent sur la table. Ces derniers mots, un pont entre le passé douloureux et un avenir possible. Et pour la première fois depuis l'accident, Gabriel sentit que juste peu être, il méritait de vivre. Les jours suivants furent ceux d'une transformation silencieuse, mais profonde. Le penthouse, autrefois un musée froid, avait maintenant de la vie. Des photographies décoraient les murs. Élise et Manon aux côtés d'images du père d'Aurore. Des fleurs fraîches dans chaque pièce. Le piano qu'Aurore avait acheté par surprise
occupait la place d'honneur dans le salon principal. Gabriel jouait tous les jours. Non pas des morceaux tristes maintenant, mais des mélodies qui célébraient la vie. Aurore s'asseyait pour écouter, parfois travaillant sur son ordinateur portable, parfois fermant simplement les yeux et laissant la musique guérir des blessures qu'elle ne savait même pas avoir. Le mois touchait à sa fin. Dans 3 jours selon l'accord original, il devait décider s'il continuait ou mettait fin au mariage. Mais quelque chose avait fondamentalement changé entre eux. Ils n'étaient plus des étrangers forcés de cohabiter. C'étaient 2 âmes qui avaient trouvé du réconfort dans la compréhension partagée. Un après-midi, tandis que Gabriel pratiquait une pièce de Chopin, l'interphone sonna. Madame de Montaigne. La voix du portier était prudente. « Votre sœur Inès est ici. Elle demande si elle peut monter. » Aurore regarda Gabriel, qui s'arrêta immédiatement de jouer. Ils s'étaient promis d'affronter tout ensemble. « Laissez-la monter », répondit Aurore, sa voix ferme, mais tremblante. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Inès entra d'un pas hésitant. Elle avait l'air différente, plus petite d'une certaine manière, comme si la culpabilité avait rétréci sa présence physique. « Bonjour Aurore », dit-elle doucement. « Bonjour Gabriel ». Aurore se leva, mais ne s'approcha pas. Gabriel se tint debout à côté du piano, prêt à intervenir si nécessaire. « Pourquoi es-tu venu ?» demanda Aurore sans hostilité, mais sans chaleur. « Parce que j'ai passé des semaines sans dormir », admit Inès, des larmes coulant déjà sur son visage. « Parce que chaque fois que je ferme les yeux, je vois cette petite fille, Élise, les vies que ma lâcheté a aidé à détruire. »« Ce n'était pas ta faute directe », parla Gabriel pour la première fois, surprenant les 2 sœurs. « J'ai lu les lettres. Je comprends maintenant que tu étais aussi une victime. Mais j'aurais pu faire plus, sanglota Inès. J'aurais pu dénoncer Antoine avant cette nuit. J'aurais pu insister pour qu'il cherche de l'aide pour son alcoolisme. J'aurais pu. Nous aurions tous pu faire plus, interrompit Aurore, sa voix se brisant. J'aurais pu te pardonner plus tôt. Papa aurait pu réunir nos familles alors qu'il était encore en vie. Gabriel aurait pu accepter de l'aide au lieu de disparaître pendant des années. Nous portons tous « j'aurais pu ». Elle s'approcha lentement de sa sœur. Mais Élise a écrit sur le pardon. Papa est mort en espérant que nous pourrions guérir ensemble. Et moi je suis fatiguée de porter la haine. Es-tu en train de me pardonner ? Chuchota Inès, osant à peine y croire. Je te pardonne. Aurore ouvrit ses bras. Non pas parce que tu le mérites ou ne le mérites pas, mais parce que nous avons toutes les 2 besoin d'être libres. Les sœurs s'étreignirent en sanglotant. Des années de douleur et de ressentiment se déversant en larmes qui guérissaient enfin au lieu d'empoisonner. Gabriel observait, ses propres yeux humides. Après plusieurs minutes, Inès se sépara de sa sœur et marcha vers lui. « Gabriel, je sais qu'il n'y a pas assez de mots, » commença-t-elle. « Je sais que rien de ce que je dis ne peut ramener votre famille, mais j'ai besoin que vous sachiez que j'ai vécu un enfer depuis que j'ai appris. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à Élise, à Manon, au bébé qui n'est jamais né. » Gabriel respira profondément. Pendant des semaines, il avait pensé à ce moment. Pouvait-il vraiment pardonner ? « Élise vous a pardonné, » dit-il finalement. « Même en mourant, elle vous a pardonné. Qui suis-je pour faire moins qu'elle ?» Il tendit sa main. Inès le regarda, tremblante, avant de la prendre. « Merci, » chuchota-t-elle. « Je passerai le reste de ma vie à essayer d'honorer sa mémoire. »« Alors, vivez bien, » dit simplement Gabriel. « Aimez votre famille. Soyez heureuse. C'est la meilleure façon de l'honorer. » Les 3 personnes s'assirent ensemble ensuite, partageant des histoires. Inès raconta sa rencontre avec Élise à l'hôpital, leur conversation sur la maternité et les rêves. Aurore partagea des souvenirs de son père, de la façon dont il avait porté des secrets pour protéger sa famille. Gabriel parla d'Élise et Manon sans la douleur dévastatrice d'avant, avec une douce nostalgie mêlée de gratitude de les avoir connus. « Il y a autre chose que je dois vous dire », dit Inès alors que l'après-midi se transformait en soirée. « J'ai travaillé avec une organisation contre la conduite sous influence. Je donne des conférences, je raconte mon histoire, j'avertis les autres des conséquences. Je ne peux pas défaire le passé, mais je peux aider à prévenir de futurs accidents. »« C'est magnifique, » dit sincèrement Aurore. « Papa serait fier. »« Élise aussi, » ajouta Gabriel. Quand Inès partit cette nuit-là, promettant de revenir bientôt pour un vrai dîner de famille, Gabriel et Aurore restèrent seuls dans le penthouse, qui se sentait maintenant comme un véritable foyer. « Dans 2 jours, le mois se termine, » dit doucement Aurore. « Notre accord prend fin. »« Je sais, » répondit Gabriel, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. « Que voulez-vous faire ?» Gabriel prit sa main, un geste qui était devenu naturel entre eux. « Il y a un mois, je vous détestais. Je pensais que vous étiez tout ce qu'il y avait de mauvais dans le monde, froide,
cruel, sans cœur. Et vous aviez raison, admit Aurore. J'étais toutes ces choses. Mais maintenant je vois quelque chose de différent, continua Gabriel. Je vois une femme qui a été blessée si profondément qu'elle a construit des murs pour se protéger. Je vois quelqu'un qui apprend à être vulnérable à nouveau. Je vois quelqu'un qui m'a aidé à me souvenir comment vivre. Gabriel, laissez-moi finir. Il l'interrompit doucement. Il y a un mois, je voulais de la vengeance. Je voulais que vous ressentiez une fraction de la douleur que je ressentais. Mais en essayant de vous faire du mal, j'ai fini par me guérir, et par vous guérir aussi. Alors, que dites-vous? Je dis que je ne veux pas que cela se termine. Non pas parce que nous devons continuer un accord, mais parce que nous choisissons cela. Nous choisissons de continuer à guérir ensemble. Aurore sentit des larmes couler sur ses joues. Moi non plus. Je ne veux pas que cela se termine. Mais Gabriel, est-ce que quelque chose de réel peut naître de quelque chose qui a si mal commencé? Regardez autour de vous. Gabriel désigna les photographies sur les murs. De la tragédie la plus horrible est née une connexion. De la mort est né le pardon. De la perte est né l'amour. Pas encore de l'amour romantique. Peu. Être que cela ne le sera jamais. Mais de l'amour d'âme qui se comprennent. Et est-ce suffisant pour vous? C'est plus que ce que j'ai eu depuis des années, répondit honnêtement Gabriel. Et je crois qu'avec le temps cela peut devenir quelque chose de plus, si nous le voulons tous les deux. Je le veux, chuchota Aurore. Gabriel, je veux essayer, vraiment essayer. Ils s'embrassèrent. Alors, pour la première fois, ce ne fut pas un baiser passionné de cinéma. Ce fut doux, hésitant, plein de promesses plus que de certitudes. Ce fut le début de quelque chose de nouveau qui naissait des cendres de quelque chose de vieux. 2 jours plus tard, Gabriel reçut un appel qui allait à nouveau tout changer. « Monsieur Dubois », la voix était professionnelle, excitée. « Je suis Clara Dumont du théâtre municipal. Nous avons vu les vidéos de votre performance au gala. Nous voulions savoir si vous envisageriez de donner un concert ici. Ce serait un retour officiel à la musique. » Gabriel regarda Aurore, qui avait tout entendu. Elle acquiesça avec enthousiasme. « Oui », répondit-il, sa voix ferme. « J'accepte, mais à une condition. Laquelle? Je veux que tous les bénéfices aillent à 2 causes. Une fondation à la mémoire d'Élise et Manon Dubois pour aider les familles qui ont perdu des êtres chers dans des accidents et à l'organisation contre la conduite en état d'ivresse d'Inès de Montaigne. »« Ce serait magnifique, » répondit Clara. « Quand cela pourrait-il être? Que diriez-vous de ce samedi ?» suggéra Gabriel. « J'ai quelque chose à dire au monde, et je ne peux plus attendre. » Le samedi arriva avec un ciel dégagé et une attente électrique. Le théâtre municipal était entièrement plein. Les médias couvraient l'événement sous tous les angles. L'histoire du pianiste disparu, qui revenait marié à la milliardaire, avait captivé l'imagination du public. Dans les coulisses, Gabriel était étonnamment calme. Aurore ajustait sa cravate, ses mains tremblant légèrement. « Nerveux ?» demanda-t-elle. « Terrifié », admit Gabriel. « Mais aussi prêt. Pour la première fois depuis des années, je suis prêt. Élise et Manon seraient si fiers, dit Aurore, les larmes aux yeux. « Notre famille, » corrigea Gabriel. « Parce que maintenant nous sommes une famille, toi et moi. » Inès entra alors, accompagnée de Thierry, Julien, Bénédicte et d'autres qui avaient fait partie de leur histoire. « Il est temps, » annonça Inès. « Le théâtre attend. » Gabriel marcha vers la scène, ses pas fermes. Lorsque les rideaux s'ouvrirent, les applaudissements furent assourdissants. Il s'assit devant le piano à queue, cet instrument qui avait été sa voix lorsque les mots ne suffisaient pas. « Bonsoir », parla-t-il au microphone, sa voix résonnant dans tout le théâtre. « Il y a des années, j'ai disparu de ce monde. J'ai perdu les personnes les plus importantes de ma vie, et j'ai pensé qu'avec elles, j'avais aussi perdu ma musique. Le théâtre était dans un silence absolu. Mais j'ai appris quelque chose. La douleur n'a pas à nous détruire, les pertes n'ont pas à nous définir. Et parfois, les personnes les plus inattendues nous apprennent à vivre à nouveau. » Il regarda directement Aurore, au premier rang. « Ma femme Élise m'a demandé de vivre, de jouer, d'aimer à nouveau, et même s'il m'a fallu des années pour comprendre ce que cela signifiait, je le fais enfin. Ce soir, je joue pour Élise, pour ma fille Manon, pour le bébé que je n'ai jamais connu, pour le père de ma femme, qui a porté des secrets pour protéger sa famille, pour toutes les personnes qui ont perdu quelque chose et croient qu'elles ne guériront jamais. » Il plaça ses mains sur les touches. « Et je joue pour Aurore, qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour être humain à nouveau. » Il commença à jouer. Le morceau qu'il avait choisi n'était pas foi clair de lune fois cette fois, c'était quelque chose qu'il avait composé au cours des dernières semaines. Renaissance, il l'avait intitulé.
La musique commença douce, mélancolique, pleine de la douleur de la perte. Mais progressivement, les notes commencèrent à changer. L'espoir s'entremêlait à la tristesse. La joie émergeait de la mélancolie. Chaque accord racontait l'histoire de la destruction et de la reconstruction, de la mort et de la renaissance. Il n'y avait pas un seul œil sec dans le théâtre. Aurore pleurait ouvertement, Inès aussi. Même Thierry, l'homme d'affaires toujours contrôlé, avait des larmes coulant sur son visage. La musique grandit, s'accumulant vers un crescendo qui représentait la vie complète, imparfaite, mais belle. Et quand elle se termina finalement, avec des notes qui s'évanouissaient comme des soupirs d'espoir, le silence dura plusieurs secondes. Puis le théâtre explosa. Standing ovation, applaudissements qui ne semblaient jamais s'arrêter, cris de foi bravo foi résonnant dans chaque coin. Gabriel se leva, des larmes coulant librement. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de libération. « Élise » chuchota-t-il vers le ciel, « je l'ai enfin fait, j'ai enfin vécu. » Dans les coulisses, après le concert, Aurore l'étreignit fermement. « C'était la chose la plus belle que j'ai jamais entendue de ma vie. »« C'était pour toi aussi, » dit Gabriel, « pour m'avoir appris que l'amour peut grandir même dans les circonstances les plus impossibles. »« L'amour » répéta Aurore, son cœur battant rapidement. « Oui, » Gabriel la regarda directement. « L'amour. Je ne sais pas quand c'est arrivé exactement. Peu. Être quand tu m'as défendu face aux médias. Peu. Être quand tu as pleuré avec moi en lisant les lettres d'Élise. Ou peu. Être que ce fut 1 million de petits moments entre les deux. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de jouer ton mari, et j'ai commencé à l'être vraiment. Je t'aime aussi, avoua Aurore, se sentant plus vulnérable et plus forte que jamais. Je ne sais pas comment c'est possible. Je ne sais pas comment quelque chose d'aussi beau a pu naître de quelque chose d'aussi douloureux. Ils s'embrassèrent alors, entourés d'amis et de familles qui applaudissaient. Ce n'était pas la fin d'une histoire, mais le début d'une nouvelle. Des mois plus tard, la fondation Élise et Manon Dubois avait aidé des centaines de familles. Inès donnait des conférences dans les écoles, sauvant des vies en prévenant les accidents. Aurore avait transformé son entreprise, mettant en œuvre des programmes de dignité au travail et de valorisation des employés. Et Gabriel jouait à nouveau, non seulement pour des audiences, mais pour le pur plaisir de créer de la musique. Un soir, à l'anniversaire de l'accident, Gabriel et Aurore visitèrent le cimetière. Ils placèrent des tournesols sur les tombes d'Élise et Manon. « Bonjour, mon amour », parla Gabriel à la pierre tombale. « Je suis venu te présenter officiellement quelqu'un. Aurore, ma femme. Je sais que cela semble étrange, mais je crois que tu comprendrais. Je crois que tu approuverais, » ajouta Aurore. « Élise, merci d'avoir pardonné, d'avoir demandé qu'il vive, d'avoir connecté nos familles avec tes derniers mots. Je promets de prendre soin de lui. Je promets d'honorer ta mémoire en vivant bien. » Tandis qu'il s'éloignait du cimetière, Gabriel ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la nuit de l'accident. La paix complète. « À quoi penses-tu » demanda-t-il à Aurore. « Au fait que la douleur nous a brisés, » répondit Aurore. « Mais en se brisant, cela a laissé de l'espace pour que quelque chose de nouveau grandisse. Quelque chose qui n'aurait jamais existé sans cette rupture. Kintsugi, se souvint Aurore, la beauté dans les fissures. « Exactement, » sourit Gabriel. « Nous sommes de la céramique brisée réparée avec de l'or. Les cicatrices font partie de notre beauté maintenant. » Ils marchèrent vers la voiture main dans la main. 2 personnes qui avaient trouvé l'amour au dernier endroit où elles s'y attendaient. De la tragédie était née une connexion, de la perte était née une famille. Et du pari le plus cruel avait fleuri l'amour le plus vrai. Parce que parfois, les meilleures histoires commencent dans les pires moments. Et parfois les personnes auxquelles nous nous attendons le moins sont exactement celles dont nous avons besoin. Le pianiste était revenu, la milliardaire avait trouvé l'humanité. Et ensemble, ils avaient créé quelque chose de beau à partir des cendres de la douleur. C'était, à tous égards, une fin heureuse, mais plus important encore, c'était un vrai commencement.